Bismillah. Après avoir enterré l'or, Esteban et Oaza rejoignirent les 5 autres, puis établirent leur campement pour la nuit. Ils avaient résolu d'abandonner le reste de l'expédition pour gagner la côte, où ils engageraient des porteurs. « Pourquoi ne pas nous adresser au village le plus proche, au lieu d'aller jusqu'à la côte ?» demanda Esteban. « Ce ne sont pas des porteurs, ils refuseront de nous accompagner. Au mieux, ils transporteront l'or jusqu'au village suivant. Et de toute façon, nous n'avons pas d'argent pour les payer. » Dépouillés, ils restèrent silencieux un moment. « J'ai une idée, s'exclama alors Esteban. Même si nous avions des porteurs, nous ne pourrions pas nous rendre directement sur la côte, de crainte de tomber sur l'expédition menée par Flora. Alors, laissons-les d'abord quitter l'Afrique. J'imagine qu'il leur faudra au moins 2 mois. En attendant, nous pourrions troquer 1 ou 2 lingots contre des marchandises. De cette façon, quand nous reviendrons, nous aurons de quoi payer les services de porteurs. » La voix de la sagesse s'exprime par ta bouche, Bwana. « Demain matin, nous irons chercher un lingot, décréta Esteban, mais nous devons nous assurer qu'aucun de nos hommes ne nous accompagnera. Personne ne doit savoir où l'or est enfoui. » Le lendemain, comme convenu, l'Espagnol et Oaza retournèrent à la cachette et déterrèrent un lingot. Avant de partir, l'Espagnol dessina sur l'envers de sa peau de léopard une carte précise de l'endroit où était dissimulé le trésor. Pour ce faire, il trempa une brindille dans le sang d'un petit rongeur tué à cet effet. Oaza lui fournit toutes les indications nécessaires, le nom des rivières environnantes, des points de repère et même un itinéraire détaillé pour rejoindre la côte. Lorsque l'eut terminé, Esteban se sentit bien soulagé. Si un malheur devait arriver à Oaza, il pourrait se débrouiller seul pour retrouver l'or. Lorsque Jane Clayton atteignit le port où elle devait s'embarquer pour Londres, elle trouva un câble l'informant que son père était hors de danger et que sa présence n'était plus nécessaire. Après s'être accordé quelques jours de repos, elle décida donc de repartir en sens inverse. Mais de retour au domaine, elle apprit à sa grande consternation que Tarzan n'était pas encore revenu de la cité d'Opar et que Jad Balja avait pris la fuite. 2 jours plus tard, les Waziri partis avec Tarzan rentrèrent sans lui. Quand ils lui annoncèrent que Tarzan avait été blessé, elle résolut de se lancer à sa recherche, escortée d'une 50aine de Waziri. Korak eut beau tenter de l'en dissuader, plaider pour qu'elle l'autorise à l'accompagner, Lady Jane fit preuve d'une détermination inébranlable. « Ne t'inquiète pas, mon fils, je connais la jungle moi aussi. De plus, entouré par mes fidèles et courageux Waziri, je serai en sécurité. » Korak ne put que s'incliner. En ne voyant pas revenir Esteban et Oaza, les autres membres de l'expédition avaient d'abord cédé à la colère, puis peu à peu, l'inquiétude les avait gagnés. Ils se moquaient de ce qui avait pu arriver à Esteban, mais le sort de Oaza leur importait au plus haut point. En effet, lui seul semblait capable de maîtriser les porteurs rebelles. Ces derniers prétendaient qu'Oaza ne pouvait s'être perdu. Selon eux, Esteban et lui avaient délibérément déserté le campement. Louvini, qui a assuré la direction des opérations en l'absence d'Oaza, avait sa propre théorie sur la question. Oaza et le Bwana se sont lancés à la poursuite des chasseurs d'ivoire. Ils comptent accomplir par la ruse ce que nous aurions pu accomplir par la force. Et de cette façon, ils ne seront que 2 à se partager le butin. « Mais comment 2 hommes pourraient-ils vaincre une bande de pillards » demanda Flora sceptique. « Vous ne connaissez pas Oaza » répondit Louvini. « S'il parvient à approcher les esclaves, il les ralliera sans difficulté à sa cause. Et lorsque les Arabes verront que Tarzan des grands singes accompagne Oaza, ils l'étaleront comme des lapins. »« Il a raison, » murmura Kraski. « Ça ressemblerait bien à Esteban. » Il se tourna brusquement vers Louvini. « Peux-tu nous guider jusqu'au camp des pillards ?»« Oui, » répondit le noir. « Parfait, » s'exclama Kraski. « Et vous, Flora, que pensez-vous de ce plan ? Nous envoyons un messager aux pillards, il les met au courant de la situation et leur explique que l'Espagnol n'est pas Tarzan, mais un imposteur. Nous leur demandons de capturer Oaza et Tarzan et de les retenir jusqu'à notre arrivée, et ensuite nous avisons. »« Oui, ça me semble une assez bonne idée, » répliqua Flora, digne du filou que vous êtes, en tout cas. Le Russe parut vexé. « Qui se ressemble s'assemble, marmonna-t-il dans sa barbe. Flora haussa les épaules. « Tes hommes accepteront-ils de nous accompagner » demanda Kraski en se tournant vers Louvini. « Oui, si on leur promet une part du butin. »« Alors combien d'entre vous sont favorables au plan de Karl » interrogea Flora. Le vote fut unanime. Aussitôt, un messager fut dépêché au campement des pillards, porteur d'une missive destinée à leur chef. Peu après, le reste de l'expédition prit la même direction. Une semaine plus tard, lorsque Flora et sa bande atteignirent le camp des chasseurs d'ivoire, ils découvrirent que le messager était sain et sauf, et qu'on les attendait. Par contre, Esteban et Oaza ne s'étaient pas manifestés.
Ce qui avait éveillé les soupçons des Arabes, le message qu'on leur avait délivré n'était-il pas une ruse pour permettre à un nombre important de Blancs et de guéris noirs d'entrer dans leur camp? De leur côté, Jane Clayton et ses Waziri, qui se déplaçaient rapidement, retrouvèrent sans peine la trace de l'expédition menée par Flora Hawkes. Ils suivirent cette piste et établirent leur campement non loin de celui des chasseurs d'ivoire. Là, ils attendirent le moment propice pour passer à l'attaque. Dans l'intervalle, Louvigny et ses hommes avaient réussi à faire souffler un vent de révolte parmi les esclaves des Arabes. Mais Louvigny s'était gardé de mentionner à Flora le plan qui avait germé dans son esprit. Après avoir massacré tous les Arabes avec l'aide des Blancs, il tuerait ces derniers à l'exception de Flora Hawkes, qu'il comptait garder pour lui ou revendre à quelques sultans noirs du Nord. Et sans doute aurait-il réussi sans la présence d'un jeune garçon noir tout dévoué à Flora Hawkes. La jeune femme, bien que prête à tout pour satisfaire sa cupidité, ne s'en montrait pas moins bienveillante envers ses serviteurs, et la gentillesse dont elle avait fait preuve envers l'enfant allait lui être rendue au centuple. Un après-midi, Louvigny informa Flora que la révolte des esclaves et le meurtre des Arabes auraient lieu le soir même. Juste avant le dîner, le petit noir se glissa dans la tente de Flora. Il avait les yeux écarquillés et paraissait terrifié. « Que se passe-t-il » lui demanda-t-elle. « Chut, il ne faut pas qu'on nous entende. Approchez, et je vais vous dire tout ce que Louvigny a l'intention de faire. Voilà, une fois que les Arabes seront morts, les hommes blancs seront tués aussi. Vous seuls serez épargnés. Mais comment le sais-tu? Tous les noirs du camp le savent. Moi, j'étais chargé de voler votre fusil et votre pistolet. Chacun des garçons devait dérober les armes de son maître blanc. D'un bond, Flora se leva, saisit son pistolet et se dirigea vers l'entrée de la tente. « Je lui donne une leçon à ce traître, lança-t-elle. Le garçon se jeta à ses pieds. « Non, cria-t-il. Ne dites rien, sinon ils mettront leur plan à exécution plus tôt, c'est tout. Tous les noirs sont contre vous. Louvigny leur a promis que l'ivoire serait réparti entre eux à parts égales. S'ils s'aperçoivent que vous avez découvert quelque chose, ils n'hésiteront pas à vous capturer. Que suis-je censé faire alors? Vous et les hommes blancs devez vous échapper dans la jungle. » La jeune femme contempla l'enfant pendant quelques secondes. « Très bien, je vais suivre tes conseils. Tu m'as sauvé la vie et j'espère qu'un jour je pourrai te rendre l'appareil. Maintenant va-t'en, avant qu'on te soupçonne. » Le gamin sortit en catimini. Après son départ, Flora se dirigea vers la tente de Kraski, que le Russe partageait avec Bluebird. Là, elle relata aux deux hommes sa conversation avec le jeune garçon. Ils appelèrent Peebles et Troc, qu'ils mirent au courant de la situation. Les deux Anglais étaient d'avis de tuer les Noirs, mais Flora Hawkes les en dissuada. Les forces n'étaient pas trop inégales. Bluebird suggéra de mettre les Arabes dans la confidence. De cette façon, ils pourraient tirer les premiers avant que les Noirs attaquent. « Ça ne marchera pas, » prédit Flora. « Les Arabes sont nos ennemis autant que les Noirs. Ils apprendront forcément ce que nous tramions contre eux, et alors je ne donne pas cher de notre peau. »« Qu'est-ce qu'on va devenir ?» marmonna Peebles. Soudain, au loin, le rugissement d'un lion monta dans la jungle. « Ah, chouette !» s'écria Bluebird. « Et vous voulez vous enfuir? Moi, je préfère encore rester ici et me faire tuer comme un homme. » « Détrompe-toi, ils ne te tueront pas comme un homme, ils te tortureront d'abord. » lui glissa Kraski à l'oreille. Bluebird se tordait les mains, tandis que des gouttes de sueur perlaient son front. « Mais pourquoi ne suis-je pas resté chez moi à Londres ?» gémit-il. « Taisez-vous, » ordonna Flora. « Il n'y a qu'une chose à faire, de toute façon, attendre que les Noirs lancent l'attaque contre les Arabes. Nous profiterons alors de la confusion générale pour filer dans la jungle, et ensuite, eh bien, à la grâce de Dieu. » Quelques minutes plus tard, Louvigny les rejoignit. Après le dîner, « Tenez-vous prêts, dit-il. Un coup de fusil servira de signal. Ensuite, ouvrez le feu sur les Arabes. »« Parfait, dit Kraski. Nous étions justement en train d'en parler et nous avons décidé de nous poster près du portail afin de leur couper toute retraite. »« D'accord, fit Louvigny. Mais vous restez ici, dans votre tente, ajouta-t-il à l'adresse de Flora. C'est plus sûr. »« Entendu. Ce soir-là, une tension inhabituelle régnait dans le camp. Bien qu'ils fussent les seuls à ne pas en connaître la raison, les Arabes eux-mêmes devaient en être conscients. Bluebird était si terrifié qu'il ne put rien avaler. Pour sa part, Kraski ne manifestait aucune crainte. Flora Hawkes non plus, bien qu'elle mesurât la précarité de leur situation. Soudain, une détonation déchira le silence de la nuit, et un Arabe s'affaissa sans bruit sur le sol. Aussitôt, Kraski se leva et attrapa Flora par le bras. « Venez, vite !» Rejoints par les trois autres, ils s'élancèrent vers le portail. L'air vibrait à présent de cris sauvages et de coups de feu. Les Arabes étaient moins nombreux, mais utilisaient bien mieux leurs armes que les Noirs. L'issue du combat demeurait donc incertaine lorsque les 5 Blancs s'enfoncèrent dans la jungle, au cœur des ténèbres. Finalement,
Les Noirs l'emportèrent sur les Arabes, mais Louvigny ne tarda pas à s'apercevoir que les Blancs avaient disparu. Deux évidences s'imposèrent alors à lui. Flora et sa bande l'avaient trahi, et il ne devait pas se trouver bien loin. Louvigny rassembla tous ses guerriers, désormais en nombre de 200, et leur fit bien comprendre que les Blancs, s'ils n'étaient pas rattrapés, reviendraient avec des renforts pour punir les Noirs. Il fallait donc les empêcher de gagner le village le plus proche, à moins d'une journée de marche. Après avoir poussé leur cri de guerre favori, les Noirs se mirent en route sous le commandement de leur nouveau chef.